Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pédagogique sur la gestion du risque, sûrement un des éléments les plus importants dans le trading pour savoir garder son capital, de préserver son capital, son outil de travail et puis le faire fructifier, c'est sûrement du coup l'élément le plus important. Je vous ai fait un PowerPoint assez détaillé, ça m'a pris pas mal de temps. Donc laissez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, un commentaire si vous avez des questions ou des remarques et on est parti sur la gestion du risque. Alors la première chose à comprendre, c'est d'abord comprendre et assimiler la perte. Vous n'allez pas avoir raison tout le temps et vous allez forcément, obligatoirement avoir des pertes, c'est inévitable. Surtout quand on débute, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de vécu, on n'a pas de connaissances en trading, on n'a pas de bonne méthode, on ne connaît pas bien notre psychologie, on ne suit pas les règles, etc., etc. Et donc prétendre à un taux de réussite au-delà des 50%, même de 40% quand on débute en swing trading, c'est à mon sens irréalisable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, encore une fois tout est possible en trading, mais je pense qu'il faut se mettre dans des conditions où on accepte la perte pour éviter d'avoir une psychologie qui s'emballe. Ça, c'est une première chose. Les professionnels, un bon swing trader qui a de l'expérience, qui fait de l'argent, ne dépasse pas, à mon goût, 40-50% de taux de réussite. Parce que derrière, il va chercher des risques importants. Ça peut arriver évidemment dans une période de l'année où on a un peu plus de 60% de taux de réussite, puis 40 ou 50, puis 20 ou 30. Et la moyenne fait que je pense qu'un très bon swing trader ne dépasse pas 50, peut-être 60% de taux de réussite maximum. Et donc, une fois qu'on a compris ça, il va falloir mettre en place des choses. Mais d'abord, il faut comprendre que plus les pertes sont grandes, plus elles sont difficiles à récupérer. Vous allez le voir avec ce petit tableau, c'est assez facile à comprendre. Plus on a des pertes qui sont importantes, plus le gain pour revenir à l'équilibre sera important. Et donc, la seule solution, c'est d'accepter les petites pertes, et c'est finalement la seule et véritable solution et protection contre les pertes qui seront importantes. Okay ? Donc, je vous ai imagé ça sur un tableau. Vous avez les pertes sur votre capital à gauche et vous avez le gain à droite pour revenir à l'équilibre. Sur une perte de 5% sur votre capital, pour revenir à l'équilibre, vous devez faire une performance de 5,26%. Ce qui reste réalisable et on n'est pas trop dans l'embarras. Si derrière, on vient chercher une perte de 10% sur notre capital, il va falloir déjà, pour revenir à l'équilibre, faire 11% de performance sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un 1% de plus que la perte initiale. Ça veut dire qu'on doit travailler plus, légèrement plus, mais voilà, c'est déjà un peu plus compliqué. Et à partir de 10%, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à DMT, on conseille de ne pas avoir des stop-loss au-delà de 10% sur des actifs, et souvent on est bien en dessous de 5%, c'est parce qu'une fois qu'on perd 20, 30, 40, 50%, à partir de 20%, il y a un fossé qui se creuse. Par exemple, vous perdez 20% sur votre capital, derrière, pour revenir à l'équilibre, ne serait-ce que flat, break-even, c'est-à-dire ne pas avoir perdu d'argent, il faut 25% de gain pour revenir sur une perte de 20%. Et ainsi de suite, 30% font un gain de 53%, 40% font un gain de 67%, et dès qu'on atteint 50% de perte sur son capital, on doit faire 100% de gain. Imaginez devoir travailler, trouver des scénarios, trouver des plans de trading, faire des plans de trading, les trader, et devoir faire 100% de gain pour revenir à l'équilibre une fois que vous avez perdu 50% de votre capital. Okay ? Et en dessous de 50%, évidemment, le fossé se creuse et on a des performances qui deviennent astronomiques pour revenir à l'équilibre. Et donc, au-delà de 10%, c'est la zone mortelle. C'est pour ça que je vous ai mis des petites têtes de mort. Il faut absolument cloisonner, contrôler ses pertes et donc son risque pour éviter de se retrouver dans des positions où on doit cravacher pour revenir ne serait-ce qu'à l'équilibre, c'est-à-dire même pas gagner d'argent, revenir à l'équilibre. Et donc vous avez ici à droite des flèches qui sont matérialisées pour que vous compreniez que plus on avance dans la perte de capital, plus le mouvement à faire sera extrêmement important et quasiment irréalisable à partir d'un certain seuil. Okay ? Donc, vous allez avoir des pertes, plus elles sont grandes, plus elles seront difficiles à récupérer, et donc il faut accepter de perdre petit pour protéger votre capital. Ça, c'est la première slide. On va passer à la slide suivante qui fait tout son sens, puisqu'on vient de dire
qu'il faut gérer absolument son risque. Voilà. Le risk-reward, c'est un concept qui est hyper important. Ne serait-ce, je pense, un des plus importants dans la gestion pour avoir un confort psychologique de se dire que finalement, on n'a pas besoin de 60, 70, 80, 90% de taux de réussite pour gagner de l'argent. C'est évidemment le discours qui est prôné régulièrement sur les réseaux. C'est le ratio le moins important. Le taux de réussite, il faut le connaître. Il faut connaître son taux de réussite pour comprendre qu'on a besoin d'un risk-reward élevé ou moins élevé pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas ce taux de réussite qu'il faut essayer de modifier. Ce qu'il faut essayer de modifier, c'est plutôt le risk-reward et donc votre approche sur les marchés. Quand on risque plus que notre gain, c'est-à-dire on va gagner 1 par exemple, et on risque 2, il faut un taux de réussite de 67%. Si on risque 3 et on gagne 1, il faut un risk-reward de 75% pour être à l'équilibre, ne même pas gagner d'argent, être à l'équilibre, ok? Et ainsi de suite, ok? Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de tirer le risque au minimum et le gain au maximum. Et donc, on va essayer d'aller chercher dans cette zone-là, disons, de rentabilité. Vous contrôlez votre risque. Vous contrôlez votre risque, vous avez un risque de 1, vous avez un gain de 2, il faut que vous gagniez 33% du temps pour être flat sur votre capital. C'est déjà un confort qui est psychologique de se dire que je peux me tromper 66% du temps, je ne perdrai pas d'argent. Et ça, c'est que pour un risk-reward de 2, parce que si on va chercher un risk-reward de 3, le taux de réussite pour être flat et ne pas perdre d'argent, c'est 25%, et ainsi de suite. Okay, pour la personne qui va chercher un taux de réussite, un risk-reward de 10, son taux de réussite ne peut être que de 9% pour être flat. Et donc, plus on descend vers des risk-rewards importants, un risque qui est neutralisé, contrôlé et un gain qui est plus important que votre risque, mais plus vous avez un confort psychologique de se dire que je peux gagner que 33% du temps, 25% du temps, 20% du temps, et je serai flat ou même gagnant. Et donc ça, c'est pour moi la clé, c'est un confort psychologique de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un taux de réussite important pour gagner de l'argent sur les marchés. Parce que oui, à un moment donné, on va peut-être gagner 60-70% du temps, mais ça ne va pas durer. Quelle pression on va se mettre pour se dire il faut que je tienne un taux de réussite de 70-80%. On a peur de rentrer en position parce qu'on a peur de faire une erreur, on a peur de prendre un risque, etc. Alors que si on accepte la perte, et on se dit que finalement avec le risk-reward, on va compenser facilement les pertes, on ne va pas hésiter à prendre position, on va prendre tous nos setups, ok? Et donc, on va jouer l'avantage statistique et les probabilités, parce que si on ne prend pas tous les setups, on ne joue pas l'avantage statistique. Parce qu'il suffit de prendre un setup qui ne fonctionne pas, d'être frileux sur le deuxième, et finalement de ne pas le prendre, et c'est celui-là qui aurait pu vous donner un risk-reward de 2 ou 3. Donc ça, c'est la première erreur que font les gens, c'est d'abord de se focaliser sur le taux de réussite. Ne vous focalisez pas sur ce ratio, il est inutile. Il faut le connaître pour savoir quel risk-reward on doit aller chercher pour compenser notre taux de réussite, mais ce n'est pas une priorité. Ok ? Voilà pour le risk-reward, on passe à la slide suivante. Donc, une fois qu'on a vu le risk-reward, on a compris que notre but, notre objectif à nous, c'est d'aller chercher des risk-rewards importants. Mais c'est évident que la distance du stop-loss va impacter directement sur la performance de votre trade et de votre portefeuille. Puisque plus vous avez un stop-loss large, plus il sera difficile de faire des risk-rewards importants, puisqu'on va demander beaucoup au marché. Par exemple, sur cet exemple-là, on a un stop-loss de 10%, le marché monte de 10%, on a fait un risk-reward de 1. Si on veut un risk-reward de 3 dans ce cas bien précis, il faut que le marché monte de 30%. Et des actions qui montent de 30%, ça ne se trouve pas tout le temps. Ce n'est pas un actif qui est fortement disponible sur les marchés. Et plus on va chercher des performances au-delà de 30%, 40, 50, 60, 100%, évidemment il y a des dizaines d'actifs sur le marché américain qui le font, mais sur la masse, sur les 6 ou 7 000 actions américaines, on peut comprendre que ce n'est pas la majorité. C'est même une infime partie des actions qui font des performances importantes. Donc, là, ça ne marche pas. Avoir un stop-loss large, pour avoir des risques-rewards élevés, ça ne marche pas, puisqu'il faut demander beaucoup au marché, et il y a très peu d'actifs qui le font. Donc, la seule solution, c'est de raccourcir le stop-loss, et d'avoir un stop-loss beaucoup plus court. Okay, donc, si par exemple, sur ce trade-là, on a un stop-loss de 3%, et que le même mouvement
va chercher plus 10%, on est sur un risk-reward de 3,3. Donc vous voyez que sur le même mouvement, le premier trade, on a un risk-reward de 1, le deuxième trade, on a un risk-reward de 3,3. Alors, vous allez me dire, évidemment, plus on met un stop-loss court, plus le taux de réussite diminue. C'est vrai, mais disons qu'on perd peut-être 10-15% de taux de réussite si on rapproche votre stop-loss, peut-être même 20%, mais vous augmentez drastiquement votre risk-reward, puisque un stop-loss de 3%, si vous diminuez de 15% votre taux de réussite, vous triplez, vous faites plus que tripler votre gain par rapport au stop-loss ici. Et admettons que ça fasse plus 12, plus 15, vous avez des risk-reward de 5 facilement. Donc oui, vous perdez de la probabilité de réussite, mais vous gagnez tellement en termes de risk-reward que ça compense largement cette perte de probabilité de taux de réussite. Ok ? Évidemment, plus vous mettez un stop-loss court, moins vous allez avoir un taux de réussite élevé, mais plus vous allez avoir des risk-reward de fou. Admettons que vous mettiez un stop-loss de 1%, vous allez vous faire toucher peut-être 80% du temps, mais ne serait-ce qu'un mouvement de plus 10 derrière, et plus 10, ça arrive tous les jours sur les marchés, et ben vous allez avoir un risk-reward de 10, et si ça continue de monter derrière, 15, 20, etc. Donc, c'est, à mon avis, le game changer, et c'est ce qu'il faut comprendre dans votre trading. Ce n'est pas le taux de réussite qui compte, il ne faut pas avoir un stop-loss large pour laisser de la marge au trade, il faut en laisser un petit peu, suffisamment, mais pas trop. Et d'ailleurs, quand vous êtes un trader de cassure, ou même un trader de pullback, le prix, il ne doit pas réintégrer cette zone de cassure, ce niveau pivot, puisque le niveau pivot, ça veut dire quoi? C'est un niveau qu'on franchit et qu'on ne doit pas réintégrer. C'est un niveau qu'on casse et qu'on va devoir tenir pour démarrer une dynamique. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un stop-loss de 10 alors qu'on pourrait l'avoir juste en dessous? Voilà. Et pour le pullback, c'est pareil. Vous faites un setup de pullback sur une moyenne mobile, on verra juste après. Quel est l'intérêt? Vous laissez effectivement une zone autour de la moyenne mobile, de protection, de marge, d'espace, mais il n'y a pas besoin d'avoir un stop-loss en dessous sur une autre moyenne mobile. Autant le coller à cette zone-là, puisque si ça enfonce cette zone-là, ça veut dire que les investisseurs institutionnels ne la protègent plus. Et donc quel est l'intérêt de prendre une perte de 10% alors que vous pouvez prendre une perte de 3%? Voilà. Alors, quand on a compris que le stop-loss court, c'est la seule solution pour gagner sur les marchés, eh ben, on a deux possibilités. Trouver un setup de prise de position qui permette un stop-loss court d'un point de vue technique, sous un creux ou sous un sommet, ou alors appliquer un stop-loss automatique et récurrent de façon mathématique. Okay ? Donc, le stop technique, c'est avoir un creux ici et un creux qui soit légèrement en dessous de notre niveau de cassure. Je rappelle, la zone verte, c'est notre niveau d'achat. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir un stop loss qui soit sous un creux, suffisamment près du niveau de cassure, pour avoir un stop loss court et donc un risk-reward important. La deuxième solution ici, c'est que on n'a pas de creux sous le niveau de résistance ici. On achète la cassure, mais on met un stop loss automatique, mathématique et récurrent à 3, 2, 1, 5%. C'est vous qui voyez. Mais du coup, là, c'est toujours le même stop loss et on va perdre en probabilité, mais on va gagner en risk-reward. Et donc, une fois qu'on a vu ça, il faut essayer de trouver des setups qui répondent soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue mathématique. D'un point de vue mathématique, tous les setups peuvent être pris et utilisés, vous allez le voir. Par contre, d'un point de vue technique, seulement certains setups vont répondre à ce stop loss court naturellement. Et évidemment, on en vient, vous me connaissez à force, au setup de contraction, c'est-à-dire un stop technique. Naturellement, le setup de compression de volatilité, donc la contraction de volatilité, construit un range étroit, tout petit, et permet du coup un stop court sous ce niveau de range. Okay ? Ici, vous avez la version standard, où vous avez une contraction de la volatilité ici, donc un creux, puis un creux tout petit ici, plus haut que le précédent. Donc vous avez une contraction de la volatilité, et le stop loss, il ne doit pas être sous ce creux-là, il doit être sous le niveau du mini-creux. Pourquoi? Parce que c'est un stop technique sous un niveau de creux, donc un niveau d'invalidation qui est important, et cette contraction de la volatilité nous permet d'avoir un stop court. Donc ça, c'est pour la stratégie suivi de tendance, setup contraction de volatilité, évidemment avec une cassure, vous commencez à me connaître. Donc ça, c'est, à mon sens,
Alors, j'ai mis comme ça une tas séance, hein, mais ça pourrait être un mini range, ça pourrait être de différentes façons. Mais ce setup de contraction, c'est à mon sens le seul setup technique qui permette d'avoir un stop court technique sous un creux ou sous un sommet. Okay. Par contre, vous allez voir que tous les autres setups, on peut avoir un stop loss court mathématique récurrent, c'est-à-dire que on va appliquer un stop mathématique en partant du principe que le prix ne doit pas réintégrer le niveau pivot. Pour le coup, ici, le niveau de cassure, il est là. On rentre là, on ne met pas notre stop loss à moins 10, on met notre stop loss automatique à moins 3, à moins 2, à moins 1, à moins 5. Ça, c'est vous qui voyez. On ne réfléchit pas, c'est automatique, et on met notre stop de façon courte. Okay, donc ça, c'est un setup de cassure. Vous mettez votre stop loss juste en dessous du niveau pivot. Pour les traders qui font du suivi de tendance avec un pullback, sur moyenne mobile, VWAP, ce que vous voulez, et bien là aussi, c'est un niveau pivot mobile. Là, on a vu un niveau pivot fixe, mais là, vous avez un niveau pivot mobile. C'est-à-dire que ce niveau pivot, on ne doit pas l'enfoncer. En tout cas, on a une zone autour où on va lui laisser un petit peu de marge, mais on ne doit pas enfoncer cette zone. Et donc, nous, on va prendre position sur cette zone de la moyenne mobile. Okay, sur un rejet, sur une mini-réaction à court terme, ça c'est vous qui voyez. Mais du coup, on ne va pas mettre un stop loss large, on va mettre un stop loss automatique. C'est-à-dire, on va se dire, bon ben, ça c'est ma zone, et on va mettre un stop loss à moins 3%, à moins 2, à moins 5. Donc, pour tous les setups, là je vous en ai présenté deux, un setup de cassure, un setup de pullback, il faut, à mon sens, placer un stop récurrent mathématique. C'est-à-dire, je laisse tant de marge, tant d'espace au marché, et pas beaucoup plus. Ok? Donc d'un côté, vous avez le setup technique, stop technique, et d'un côté, le stop mathématique où on ne se casse pas la tête, c'est un stop loss récurrent. Et ce qui permet, dans tous les cas de figure, d'avoir un risk-reward important, puisque là, au lieu d'aller chercher un risk-reward de 1, on va chercher un risk-reward de 3,3. Pareil ici, au lieu d'aller chercher un risk-reward de 1 ou de 2, on va chercher un risk-reward de 3,3 ou de 6,6. Évidemment, si le scénario fonctionne, c'est purement théorique, mais c'est pour que vous compreniez que c'est important de placer un stop loss court, que ce soit d'un point de vue un stop technique, sous un creux, une faible volatilité, ou un stop mathématique récurrent à 1, 2, 3 ou 5%. Alors, moi j'aime bien ce que dit Marc Minervini, donc, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, donc un trader américain, et qui dit, en trading, on ne peut contrôler directement le vent, la force du vent, mais on peut seulement ajuster la voile. Et donc, c'est ce qu'il faut vraiment se poser sur les marchés, c'est-à-dire, nous, on ne va pas aller contre le marché, on va simplement s'adapter. Et donc, vous n'avez pas la main, vous avez la main sur ce que vous achetez, quand vous l'achetez, combien vous en achetez, quand vous en vendez, mais vous n'avez pas la main sur la performance de l'actif et votre taux de réussite. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que vous n'avez pas la main sur la performance d'un actif. Est-ce qu'il va faire plus 10, plus 15, plus 30, plus 50, ou est-ce qu'il va faire plus 5 ou ne pas fonctionner, et votre taux de réussite, puisque le taux de réussite il est variable selon le contexte de marché. Et donc on est sur notre petit bateau, on monoplace, et on va devoir s'adapter à la direction du vent. Donc par exemple, j'ai mis un graphique ici, vous avez un graphique baissier, et bien on va s'adapter. Si on est des acheteurs, on va ne pas intervenir sur le marché. Si on fait de la vente, on va vendre le marché. Et à l'inverse, ici, si on est acheteur, et bien on va acheter le marché puisque on va aller dans le sens du vent. On va gonfler nos voiles dans le sens du vent. Et si on est vendeur, on ne fait rien. Okay, donc j'aime bien cette phrase qui dit, voilà, on ne peut pas contrôler le vent, mais seulement ajuster notre voile. Et donc, rappelez-vous, vous avez la main sur ce que vous achetez, quand vous l'achetez, combien vous en achetez, quand vous vendez, et vous n'avez pas la main sur la performance de l'actif et votre taux de réussite. Ok? Allez. Un autre élément qui est intéressant, c'est ne pas chasser le point d'entrée. Pourquoi? Parce que ça va automatiquement impacter votre stop loss, votre gestion et donc votre performance. On ne va jamais chasser le mouvement, toujours respecter son plan de trading initial, c'est-à-dire son point d'entrée initialement prévu. Donc admettons pour le setup de faible volatilité ici,
on ne rentre pas, la cassure est sur la ligne bleue, on ne rentre pas 2, 3, 5% plus haut. On rentre au niveau de cassure. Pourquoi? Parce que si vous rentrez là, vous avez un stop loss qui est là, donc qui est 2 fois plus important, et donc au même niveau où vous auriez dû prendre vos profits, vous gagnez à peine 1 ou 2%. Alors que si vous respectez votre plan et que vous rentrez là, vous avez un stop loss court, et au niveau où là vous rentrez, vous prenez quasiment vos profits. Donc ça c'est extrêmement important. Je vois beaucoup d'étudiants, quand je leur donne des plans de trading qui fonctionnent, ils n'ont pas le temps de les voir au début de la séance, ils se précipitent à prendre le trade à plus 2, plus 5, plus 10, mais attention, le marché peut se retourner à tout moment et vous allez risquer beaucoup plus. Soit vous collez votre stop loss et du coup il n'est pas, disons qu'il n'est pas, bien placé, il n'est pas sous un creux, il n'est pas sous cette zone de latéralisation, etc., ou sous cette zone de pullback, donc il n'est pas logique, et vous augmentez votre stop loss et votre risk reward. Il va falloir aller demander au marché d'aller beaucoup plus haut pour aller chercher un risk reward important. Donc évitez de chasser le mouvement, toujours respecter son plan de trading initial. Pareil sur le setup de cassure, le niveau de cassure est en bleu, on ne rentre pas là-haut, puisqu'on est quasiment sur le niveau où on devrait prendre des profits si on était rentré normalement ici. Et pareil, regardez ici, celui qui rentre là, le stop loss... Ah, j'ai fait une erreur là. Ouais, j'ai fait une erreur. Le stop loss devrait être ici, pardon. Ok, mais vous doublez ou triplez votre stop loss, et en plus, vous rentrez tardivement dans le mouvement. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va se poursuivre? J'en sais rien. Ok, donc attention à ne pas chasser le mouvement, toujours respecter son point d'entrée initialement prévu sur votre plan de trading. Ça influe directement sur votre gestion. Alors, quand vous avez vu tout ça, maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Quelles sont vos statistiques? Donc, si vous rencontrez des difficultés, ou même si vous êtes bien dans votre trading, posez-vous quand même des questions. Est-ce que les critères d'entrée sont bons, sont respectés, ou sont incorrects, sont trop tard? Est-ce que je suis rentré trop tard, comme je vous le disais juste avant? Est-ce que le contexte de marché est difficile? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est plutôt neutre? Ok. Donc, s'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas dans votre méthode, ben c'est simplement peut-être parce qu'il y a le contexte de marché qui ne fonctionne pas. Encore une fois, je vous disais qu'à un moment donné, on pouvait avoir un taux de réussite de 60%, des fois de 20%, ça dépend du contexte de marché, et puis aussi de votre forme à vous. Est-ce que vous êtes en forme psychologiquement? Est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes familiaux, des problèmes de couple, etc., des problèmes de santé? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que vous respectez vos règles? Est-ce que vous respectez votre méthode? Et tout simplement, est-ce que vous n'allez pas chercher un risk reward suffisant? Vous allez voir dans les prochains jours ou prochaines semaines, j'ai fait un coaching avec une personne qui n'est pas cliente chez nous, Loïc, et il me dit j'ai un taux de réussite de 35%, je crois. Mais 35%, ça ne me choque pas en tant que débutant. C'est même plutôt correct. Et donc, qu'est-ce qui pose problème? C'est pas forcément tant la stratégie, revoir ce taux de réussite à la hausse, mais plutôt revoir votre risk reward à la hausse, c'est tout, pour compenser ce taux de réussite. Donc peut-être que vous avez un stop loss trop large, donc raccourcir ce stop loss, et naturellement ça va augmenter votre risk reward. Vous allez plus facilement atteindre des risk reward importants. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur les statistiques. Posez-vous toutes ces questions-là. Voilà, on a terminé, c'était assez long, à peu près 25 minutes, j'espère que ça vous aura plu. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer, mais voilà un aperçu de la gestion du risque qu'il faut avoir, les bonnes questions qu'il faut se poser, et se focaliser sur le contrôle du risque, c'est primordial. Laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!